Votre droite, monsieur de Matos, c'est qui? Hein? Oui, il est excusé. Et... Ah, bon, il n'est pas excusé, mais on arrivera. Je suppose. On va laisser monsieur Meki s'installer. Elle a gagné une place aussi. C'est quoi, ça? Quoi? Ouais, qu'il fait chaud. Oui, bah, pour parler. Bien, tout le monde a pris place? Bien, mes chers collègues, je vous rappelle que nous nous réunissons ce jour en vertu de la loi numéro 2021-689 du 31 mai 2021, par laquelle la retransmission directe des débats sur les réseaux sociaux, et je salue toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, donne à notre réunion son caractère public obligatoire. Il y a lieu de procéder à l'appel. Voilà. Monsieur le DGS, par intérim, si vous voulez bien y procéder. Monsieur Dominique Barre. Présent. Madame Myriam de Smet. Présente. Monsieur Sébastien Pitamont. Excusez, procuration Dominique Barre. Madame Michèle Coquel. Présente. Monsieur Henri Gadot. Présent. Monsieur Tariq Meki. Présent. Madame Zora Reifers. Présente. Monsieur Karl Morabal. Présent. Madame Martine Leblanc. Présente. Monsieur Gilbert Charles. Présent. Madame Myriam Lestienne. Présente. Monsieur Azedine Taleb Ahmed. Présent. Madame Sylvie Zaidi. Présente. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin. Présent. Monsieur Jacques Delfos. Présent. Monsieur Guy-Noël Lemay. Excusez, procuration Asdine Taleb Ahmed. Monsieur Steve de Matos. Présent. Monsieur Benjamin Cailleret. Présent. Madame Annie Chantry. Doit arriver. Madame Emmeline Boite. Présente. Monsieur Pascal Lucas. Présent. Madame Basma Amami Belaïd. Excusez, procuration Henri Gadot. Madame Béatrice Dujardin. Présente. Madame Lorraine Lemoine. Présente. Monsieur Rabat Damani. Présent. Madame Pamela Gilbert. Présente. Monsieur Steven Marouki. Présent. Madame Catherine Osson. Excusez, procuration Myriam de Smet. Madame Océane Levesque. J'ai vu. Alors, j'arrive. Excusez-moi, monsieur le DGS. Voilà, pour madame Osson. Madame l'évêque, excusez, procuration madame Lorraine Lemoine. Madame Lina Djafer-Chéri. Excusez, procuration madame Leblanc. Monsieur Vessal Kiraz. Madame Laura Delplanque. Monsieur Brice Ouetté Matouba. Doit arriver. Monsieur Michel Debatz. Présent. Monsieur Christophe Ricci. Alors, excusez, procuration Denis Croigny. Madame Marjorie Delrue. Monsieur Denis Croigny. Madame Sophie Félix. Excusez, procuration madame Bougari Delrue. Monsieur Messaoud Chayani. Monsieur Jean-François Soyer. Présent. Monsieur Abdel Denfer. Présent. Madame Marjorie Farassi. Madame Axel Delannoy. Très bien, merci, monsieur le directeur général des services par intérim. Eh bien, nous avons à désigner notre secrétaire. Il y a l'absence d'Océane Lévesque. Je pense que madame Laura Delplanque est notre Benjamine. Je la cherche du regard, elle est juste à côté du pylône. Acceptez-vous les fonctions de secrétaire, chère madame? Donc, personne ne s'oppose à la désignation de madame Delplanque? Non? Ben, écoutez, vous voilà une nouvelle fonction et je vous adresse tous mes encouragements pour l'exercice de cette fonction, car vous n'oubliez pas, vous écrivez tout, vous recopiez tout et vous transmettez tout. J'espère qu'on vous l'avait dit. Mais on vous aidera quand même administrativement. Bien, nous avons, mes chers collègues, approuvé le procès-verbal des séances du 20 mars et du 14 avril 2021. Je n'ai pas reçu d'observation particulière. Je suppose donc qu'on peut les adopter. Des votes contre? Des abstentions? Il en est donc ainsi décidé. Plusieurs points sur lesquels que je voulais exprimer en ouverture de ce Conseil.
D'abord, premier point, et cette actualité, je crois, n'a échappé à personne, je suis heureux de féliciter M. Benjamin Cailleret, conseiller délégué, membre de notre Assemblée, qui ce dimanche 27, lors du deuxième tour des élections départementales, a été élu conseiller départemental du canton de Roubaix 2, avec en binôme Mme Soraya Fahem, conseillère départementale sortante et réélue, donc, laquelle, chacun le sait, est la directrice adjointe de mon cabinet. J'adresse à nos deux conseillers départementaux nos félicitations chaleureuses et tous nos encouragements en les remerciant à l'avance d'être à nos côtés pour faire avancer les dossiers de Wattrelos auprès du conseil départemental. Bravo Soraya, bravo Benjamin. Je tiens également et surtout à adresser à M. Henri Gadot, conseiller départemental sortant, et mon adjoint si proche, une pensée très particulière de reconnaissance pour sa disponibilité et le travail accompli au cours du mandat qui vient de se terminer, et pour l'élégance et la dignité toute républicaine qui lui fait honneur pour avoir choisi de passer le témoin à Benjamin Cailleret. Bravo et merci Henri. Vous pouvez l'applaudir aussi, et les applaudir. Autre félicitation pour le carnet rose cette fois-ci, Henri Gadot n'est pas concerné, que j'adresse à deux élus du conseil municipal. Ce n'est pas si courant que cela, que d'avoir dans une équipe une naissance au cours d'un mandat municipal, mais signe d'évidence de la jeunesse de notre équipe municipale, ce n'est pas une, mais deux naissances, et pas sur le mandat, mais sur 2 mois seulement, que je veux saluer en ce début de séance. Tout d'abord, en adressant à notre collègue Emeline Moat, ainsi qu'à son conjoint Cédric, toutes mes chaleureuses félicitations pour la naissance d'Adam, né, si je ne me trompe pas, le 17 avril 2021. Vous vous en souvenez encore, je crois. Nul doute que ce joli bébé de 4,990 kg à la naissance saura faire le bonheur de sa grande sœur Manel et de ses parents. Et toutes nos félicitations aussi à notre collègue Steve de Matos, dont l'épouse Marina a donné naissance à Clara le 30 mai 2021. Carla, bah oui, faute de frappe. Je sais que tu as beaucoup hésité entre Carla et Clara. À Carla, donc le 30 mai 2021, le jour même de la fête des mères, superbe symbole, mais cela ne m'étonne guère de notre délégué à la communication. Une naissance qui réjouit sa sœur Victoria et les heureux parents. Tous nos vœux à Adam Debar et à Carla de Matos, et qui sait, peut-être les mariera-t-on un jour, reste à savoir qui sera l'officier d'état civil qui officiera. On peut vous applaudir aussi. C'est pas courant, hein. Dans toutes mes années de mandat, ça ne m'est pas arrivé souvent, ce type d'information. La troisième information liminaire, mais moins agréable. Vous savez tous, mes chers collègues, que depuis près d'1 an maintenant, M. Philippe Coll, notre directeur général des services, se bat avec courage et ténacité contre la maladie. Malgré tous les traitements et sa force de caractère, et même si ces derniers temps il va beaucoup mieux, il lui a fallu se rendre à l'évidence, il n'est plus en situation physique de reprendre ses fonctions. C'est donc avec un grand regret et avec émotion que je vous annonce à vous, élus membres du conseil municipal de Wattrelos, qu'il a servi avec dévouement, acharnement, passion pour le service public et respect pour ses élus, comme il aime à le dire, que Philippe Coll m'a présenté sa démission de ses fonctions de directeur général des services de la ville de Wattrelos. Celle-ci prend acte à compter du 1er juillet. Une vacance de poste sera rapidement publiée pour lancer une procédure de recrutement et qu'un successeur puisse être nommé au plus vite. Je forme pour Philippe Coll des vœux chaleureux pour que l'amélioration de son état de santé se conforte et que, nonobstant sa fonction de DGS, il puisse revenir lui aussi au plus vite dans nos services, car ses compétences et son amitié me sont précieuses. Autre information, je voudrais donner connaissance d'une lettre du préfet. J'ai en effet reçu une lettre datée du 21 mai 2021 du préfet de région, m'informant qu'en complément des 112 106 € attribués à la commune en 2020 au titre du plan de relance, ont été retenus pour un soutien de l'État au titre de la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local pour sa partie dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments. 61 720 €.
pour contribuer au remplacement de la chaudière de l'espace culturel, soit 40% du coût de l'opération. 40 280 € pour la première tranche de réfection des menuiseries de l'école Ferdinand Buisson, soit là aussi 40% du coût de l'opération. Et surtout, 524 000 € de la part de l'État, donc pour la réfection de l'église Saint-Maclou. Ce sont là, chacun en conviendra, j'en suis certain, de bonnes nouvelles pour notre ville que nous retrouverons dans les décisions modificatives que nous allons voter tout à l'heure pour l'une d'entre elles et à l'automne pour une autre d'entre elles. Autre sujet que j'ai l'habitude d'évoquer, les délibérations métropolitaines. Lors du bureau du 4 juin 2021, ont été adoptées 2 délibérations qui concernent Wattrelos. La B 0182. Il s'agit d'un avenant au marché de travaux de confortement d'une digue située sur notre commune entre le canal de Roubaix et le collecteur de l'Épierre. Je rappelle que le chantier, notifié à l'origine le 20 août 2019, a été arrêté suite à la découverte de la présence du castor d'Europe, ce qui a nécessité l'obtention d'une autorisation administrative dérogatoire. L'interruption des travaux a eu pour conséquence des frais supplémentaires pour 184 000 €, portant le marché à 883 437,90 € hors taxe, soit une majoration de plus 26,4%, dont la durée est prolongée jusqu'au 28 février 2022. Autre délibération communautaire du bureau, encore une fois, la B 0191, il s'agit de l'attribution d'un fonds de concours de 17 940 € en guise de participation financière de la MEL pour la rénovation du City-Stade de Beaulieu, comme nous l'avions souhaité lors d'une précédente séance et comme nous l'avions voté. Je salue l'arrivée de Madame Chantry avant tout vote. Voilà qui est une bonne nouvelle, Madame. Alors, voilà, j'en ai terminé pour les informations liminaires en ce conseil. J'ai été saisi, enfin notre conseil a été saisi de 3 questions orales, dont 2 posées par la majorité. Il y en aura une de l'opposition. Je passe donc la parole à Madame Pamela Gilbert pour poser la première question qui a trait à l'activité du centre de vaccination. Vous pouvez pousser le bouton, Madame. Voilà. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Madame. Pouvez-vous nous faire un retour concernant le centre de vaccination? Quel bilan a aujourd'hui? Combien de Wattrelosiens ont été vaccinés? Et quelles sont les perspectives? Merci Monsieur le maire. Question courte mais qui appelle une réponse précise néanmoins. Je passe la parole à Monsieur Benjamin Cailleret en charge de la santé pour la réponse. Monsieur Cailleret, vous avez la parole. Ça marche? Mais qui est-ce qui vous a fait ça? Je me demande bien. Voilà, c'est bon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, le centre de vaccination, comme vous le savez, basé à la salle Roger Salengro, a ouvert ses portes le 3 mai 2021. Après 9 semaines de fonctionnement, à ce jour, 20 000 injections ont été réalisées. Le nombre de personnes vaccinées qui ont reçu les 2 doses s'élève à 9 400. Le nombre de personnes ayant reçu la première injection s'élève à 1200. Les vaccinations ont lieu de 10h à 19h30 en continu du lundi au vendredi, hors jour férié et week-end. La mise en place du centre de vaccination a mobilisé des moyens humains et matériels. La mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire que je remercie chaleureusement, composée des professionnels de la CPTS, donc la communauté des professionnels territoriales de santé, de Wattrelos, qui regroupe les communes voisines de Lers, Lys-les-Lannoy, Lannoy, M, Forest-sur-Marque et Toufflers. Ça compose donc, l'équipe est composée de 5 infirmiers qui ont été mobilisés sur chaque demi-journée depuis fin mai et 7 depuis le 1er juin. 3 médecins assurent les consultations prévaccinales au quotidien. Nous avons aussi les agents de la collectivité, 2 agents affectés à la coordination du centre, 2 agents affectés à l'accueil et à la sécurité, 2 agents chargés de la plateforme téléphonique, la préparation du matériel en amont, 3 box de consultation, 4 d'injection, 1 box d'urgence, 3 zones d'attente ont été aménagées, du matériel informatique. Vous voyez que les services ont été grandement mobilisés là-dessus. Nous avons aussi du personnel du centre hospitalier du CH Dron qui nous a accompagnés dans la préparation et la mise en œuvre de ce centre de vaccination. Chaque matin, ils nous livrent les doses de vaccins qui sont ensuite préparées par les équipes.
Le personnel municipal a été formé à la manipulation du logiciel Doctolib par le CH Dron. Le lien a été ensuite fait avec les médecins de la CPTS qui assurent depuis l'administration du site. Je cite Dr Calafiore et Dr Baran. Le CCAS de la ville a pris en charge l'achat des consommables nécessaires à la vaccination. Biceptine, coton, sparadrap. Nous nous sommes aussi adaptés et avons proposé des rendez-vous quotidiennement suite aux annulations le jour même. 8 à 10% en moyenne d'annulation, ce qui représente à peu près 20 à 25 personnes. Le défi pour les services était de constituer une liste d'attente pour ne pas perdre de doses et ce défi a été largement relevé. Je remercie les équipes car on sait l'importance de la vaccination et le fait de perdre des doses est inacceptable. La première semaine, un peu plus de 100 doses étaient injectées par jour. Deuxième semaine, nous sommes passés à 250 doses, puis 300 doses. Et le rythme s'est accentué pour atteindre les 400 doses journalières. La municipalité remercie encore les ministres Gérald Darmanin et Olivier Véran pour leur rôle décisif dans la mobilisation de l'État en faveur du centre de vaccination de Wattrelos et M. Benoît Vallée, directeur général de l'Agence régionale de santé, pour son appui déterminant. S'agissant des perspectives, il faut savoir que cet été, avec les départs en vacances estivales, pour de nombreux Wattrelosiens, le nombre de doses va diminuer quotidiennement pour reprendre son rythme à la rentrée de septembre. Les prises de rendez-vous se poursuivent via la plateforme Doctolib. Avec Monsieur le maire, l'ensemble des élus, nous tenions à renouveler la mobilisation de tous et toutes, les médecins de la CPTS, le personnel soignant, les agents du CCAS, les agents des services de la ville. Pour leur mobilisation, leur dévouement au quotidien, leur implication, nous avons tous ensemble relevé le défi pour protéger la santé des Wattrelosiens et beaucoup de nos concitoyens, notamment parmi nos aînés, qui ont pu ainsi retrouver l'essentiel de leur vie d'avant. Je vous remercie. Merci. L'essentiel de la vie d'avant, oui, il reste encore un peu de route et je rejoins tous vos remerciements à l'égard de tous ceux que vous avez salués. Je ferai un salut particulier à notre collègue Madame Marjorie Bougari-Delru qui participe en tant que professionnelle de santé aussi à cette opération dont nul n'ignore l'extrême importance pour la santé publique et pour l'offre de soins à notre population. Et si aujourd'hui ça va un peu mieux, je pense que ce centre aura joué son rôle, mais la vigilance demeure. Autre question, je passe la parole à Monsieur Gilbert Charles, que je cherche du regard. Ah ben ouais, il est devant moi pourtant. Et c'est parce que vous n'aviez pas encore parlé, Monsieur Charles, pour poser la seconde question qui est relative aux activités périscolaires qui sont prévues cet été. Monsieur le maire, après la période vécue, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est l'offre de service qui sera proposée à nos jeunes enfants wattrelosiens cet été 2021 afin qu'ils passent un bel été? J'ai envie de vous dire, je peux le dire. Mais je crois que Madame Sylvie Zaidi le dira beaucoup mieux que moi et je vais lui passer la parole puisqu'elle est adjointe en charge des activités périscolaires pour la réponse. Madame Zaidi. Merci, Monsieur le maire. Oui, cet été, plusieurs activités habituelles et nouvelles seront proposées aux familles et aux enfants dans le respect, évidemment, des mesures sanitaires en vigueur. D'abord, les centres d'accueil et de loisirs bien connus. Ils se tiendront pendant plus de 5 semaines, du jeudi 8 juillet au vendredi 13 août inclus. Ils s'adresseront aux jeunes Wattrelosiens scolarisés de 2 ans et demi à 13 ans. Les enfants seront accueillis dans 10 centres, 5 consacrés aux maternelles et 5 dédiés aux élémentaires, à Janzé, Camus, Anatole France, Condorcet, Lavoisier. Les familles pourront aussi bénéficier d'un service d'accueil de loisirs matin et soir. Après une baisse significative des inscrits en 2020 pour des raisons sanitaires que chacun connaît, les effectifs annoncés sont revenus au niveau connu de 2019. C'est très bien d'ailleurs. C'est un bon indicateur de confiance. Pour y parvenir, chaque directeur ou directrice a établi un projet pédagogique avec des thèmes aussi divers qu'il était une fois Camus dans l'espace ou encore des contes traditionnels aux super-héros. Les équipes d'animation viseront à sensibiliser les enfants selon les âges à l'éveil, la socialisation, l'accueil à l'autonomie ou encore l'éducation à l'environnement. Ainsi, les enfants pourront y pratiquer de multiples activités créatives, le street art, danse, création manuelle ou culinaire, sportive, trottinette, mini-golf, yoga et ludique, grands jeux.
Profiter de sorties découvertes à Waterloo, ferme pédagogique musée, ou ailleurs, base de loisirs de Willem, Kids Theme Park, maison de la forêt Harem, ou bien d'autres. Ils auront également la possibilité de s'inscrire dès 8 ans à des mini-séjours de camping. 6 séjours de 4 nuits sont prévus au parc départemental d'Olin pour un total d'une 60aine d'enfants. Ensuite arrivent les mini-stages, d'une durée de 4 à 5 jours. Ils accueilleront les enfants de 5 ans à 13 ans, du 12 juillet au 13 août. Ils seront encadrés par des animateurs professionnels spécifiquement diplômés pour l'activité proposée. 55 stages seront accessibles au total. Parmi ceux-ci seront proposés des stages autour d'incontournables activités sportives qui rencontrent toujours le succès, la glisse urbaine, tennis, VTT, sport de plein air, Zumba junior, sport fun, tir à l'arc, kayak, golf, mais également des activités plus récréatives, culturelles, telles que les arts plastiques, école du cirque, pêche, pâtisserie, multi-activités, nature, paintball, magie. Ou encore des stages à environnement qui se tiendront à l'extérieur de Waterloo. C'est notamment le cas des stages stand-up paddle, canoë-kayak, catamaran et activités nautiques qui s'organiseront à la base de loisirs de Wingles, d'un stage d'équitation à Comines, d'un stage multi-activités à la base de William, ou encore de l'acrobranche et l'escalade à la Neuville dans le Pével. Cet été 2021, Waterloo Ville Nature mettra plus particulièrement l'accent sur des stages qui feront des jeunes Waterloosiens des citoyens de demain. C'est ainsi proposer des nouveautés telles que le stage Do It Yourself autour du zéro déchet et stage graines de fermier à la ferme pédagogique qui permettra aux enfants de mieux découvrir la nature, la ferme et ses animaux. Enfin, les activités associatives. L'année a aussi été éprouvante pour les jeunes sportifs, privés de leur salle ou séances durant une grande partie de l'hiver et du printemps. Pour faciliter leur reprise, la ville a décidé d'élargir cet été l'accès aux salles et installations sportives pour les clubs waterloosiens. Habituellement, elles étaient fermées du 14 juillet au 15 août. Ce ne sera donc pas le cas cette année. Concrètement, cela permettra aux plusieurs clubs de proposer des stages à leurs jeunes adhérents et aux enfants. Le Waterloo Basket Club, le Waterloo Futsal, le Waterloo GRS ou US Waterloo. Pour conclure, il est important de rappeler que, en complément à cette offre, les centres sociaux ActiJeunes proposeront tout au long de l'été de plusieurs possibilités ouvertes aux jeunes. Animation sportive, d'ActiSport, RAID VTT, stages sportifs. Mini-séjour, Mer-les-Bains, stage de prévention routière, de hit-hop, de soirées débat ou encore parmi tant d'autres. Tournoi de foot sur l'esplanade de Beaulieu, de quoi vivre un été riche en découvertes et d'émotions à Waterloo. J'en ai terminé, monsieur le maire. Bien, j'ai compris, vous passez votre été à Waterloo, madame. Je crois que vous ne serez pas la seule. Bien, merci. Voilà, 2 questions posées par la majorité. Une question orale a été posée par le groupe Plus Belle, Plus Sûr, Plus Propre, Waterloo retrouve la flamme, bref RN. Et je passe la parole à madame Marjorie Faracci pour la poser. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, mon intervention porte sur le sujet du bien-être animal et surtout sur la convention que nous avons votée lors du conseil municipal du 20 mars 2021. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le maire, ainsi que madame la conseillère déléguée au bien-être animal, que l'association L'école du chat de Roubaix se trouve dans une situation financière très inquiétante. Cette association a lancé un appel à caractère d'urgence le 8 juin dernier sur sa page Facebook pour récolter des dons afin d'éponger une dette de plus de 30 000 €. Nous ne cherchons pas à blâmer cette association, mais par contre, nous aimerions savoir si la situation financière de cette dernière était saine au moment de la négociation, ce qui nous paraît peu probable au vu de la situation actuelle, donc 3 mois après. Est-ce que l'indemnité de 7 000 € prévue au budget de la ville pour cette association a-t-elle été versée? Si oui, est-ce que l'association pourra honorer le contrat? Et dans quel cas récupérons-nous la subvention et que ferez-vous?
notre projet Chatipi, soi-disant hors sol, dont nous attendons toujours avec impatience les arguments démontrant la déconnexion de celle-ci, la personne se reconnaîtra, nous aurait permis de mieux maîtriser cette dépense et surtout nous aurions pu travailler avec une association de notre ville. Pour terminer, lorsque l'on emploie l'adjectif ridicule pour démolir notre projet et que l'on ne vérifie pas la situation financière d'une association avec qui on signe une convention, je vous le dis, notre groupe trouve cela plus que ridicule. Merci. Bien, merci madame. Je passe la parole à madame Emeline Boide, conseillère déléguée en charge du bien-être animal, pour vous répondre. Merci monsieur le maire. Madame Farassi, pour répondre à vos propos, sachez que lorsque l'on construit une convention avec une association, oui, nous connaissons la situation financière de cette dernière. Et ainsi, rassurez-vous, l'association nous a transmis ses comptes de résultats de ces 12 dernières années et les comptes sont bons. Donc plutôt que de qualifier ce travail de ridicule, posez-nous les questions d'abord et nous vous y répondrons. Alors, permettez-moi de vous remettre un peu en contexte. Par rapport aux 30 000 € de dette vétérinaire et la demande d'aide sur Facebook, sachez que nous parlons d'une très grosse association qui intervient dans de très nombreuses villes. Donc oui, madame, cette somme vous paraît peut-être folle et impossible à réaliser depuis ce début d'année, mais il s'agit d'une association qui est capable de dépenser près de 160 000 € en une année. Puis, si vous connaissiez un petit peu mieux le monde des associations de protection animale, vous sauriez qu'en cette période, toutes les associations rencontrent des difficultés et sont obligées de stopper les interventions afin de pouvoir régler les factures dues aux nombreuses prises en charge à la suite des périodes de reproduction et ou d'abandon. Les dons, subventions et manifestations permettent de régler le tout et de remettre à jour leur trésorerie afin de reprendre l'activité un peu plus tard dans l'année et de la terminer sans dette. Par rapport à vos inquiétudes concernant Waterloo, sachez que les stérilisations et autres prises en charge n'ont pas été interrompues puisque les bénévoles continuent toujours les interventions. S'agissant des 7 000 € versés, il ne s'agit pas d'une indemnité ni d'une subvention et encore moins d'un cadeau. C'est comme le présente la convention que vous avez sans doute lue, une participation financière en échange d'une prestation, à savoir l'intervention pour la campagne sur le territoire. Quelques mots pour conclure sur le chat Tipeee qui, d'après vous, serait bien meilleur et plus efficace qu'une telle campagne avec l'école du chat. Un chat Tipeee permet d'accueillir une dizaine de chats dans un endroit choisi. Nous parlons d'une campagne de stérilisation qui, depuis le mois de mars, a permis de prendre en charge 77 chats dans toute la ville, soit une facture qui s'élève déjà à plus de 7 000 €. Je trouve donc incroyable de penser que l'implantation d'un chalet type chat Tipeee, proposé par One Voice, puisse être plus efficace que la campagne que nous venons de mettre en place, sachant qu'en 3 mois, les objectifs préétablis ont déjà été dépassés. Je pense qu'il est indécent de penser que cette participation financière puisse être récupérée pour votre autre projet que nous jugeons non pertinent, alors que des personnes bénévoles se battent chaque jour pour tous les chats de notre ville. Les 7 000 € couvrent à peine les dépenses d'un trimestre. Aussi, pensez qu'avec un chalet et une quinzaine de bons de stérilisation, on puisse apporter une solution bien plus efficace que cette campagne montre à quel point vous ne maîtrisez pas le sujet. Pour terminer, je tenais à saluer le travail remarquable des agents municipaux qui ont œuvré pour cette campagne, ainsi que l'association et ses bénévoles, qui ont permis de sauver une centaine de chats depuis ce début d'année. Je n'accepte pas que l'on puisse remettre en cause les compétences, car ils ont démontré par les chiffres ainsi que par la satisfaction des Waterlosiens que cette campagne est une belle réussite et ils peuvent en être fiers. Merci, monsieur le maire. Bien, voilà, 2 points de vue. C'est le propre de la démocratie, il s'exprime, mais la majorité municipale maintient le sien et maintient que l'essentiel était de mettre en œuvre cette campagne de stérilisation, car c'est la première demande qu'on nous formule dans nombre de quartiers, et je pense que ce qui a été lancé, comme vient de l'expliquer Madame Boite, répond à l'attente principale de nos concitoyens. Voilà, on a terminé avec ces questions orales. Je soumets à l'Assemblée l'organisation des débats sur les projets de délibération qui étaient concertés avec les présidents de groupe ou leurs représentants. Je n'ai reçu aucune demande d'intervention sur aucune délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Non. Donc il y a des votes contre à cet ordre du jour, des abstentions. Eh bien, donc il en est décidé et j'en appelle cet ordre du jour. Je rappelle que les rapports présentés ont été soumis à l'examen des commissions Finances, Économie, Administration Générale, Développement durable, Urbanisme et Travaux, Éducation, Jeunesse et Sport. Madame Desmet, vous avez les rapports numéro 1 à 4. Merci. Là,
Attends, voilà. Merci, Monsieur le maire. Délibération numéro 1, mise à jour des emplois administratifs de DGA de service. Compte tenu de la... Je peux y aller ? Oui. Compte tenu de la création d'une direction spécifique ville-nature, fil rouge de notre mandat, c'était l'engagement de notre programme. Et compte tenu d'un besoin de ce fait d'une bonne coordination des services, je vous présente aujourd'hui une délibération permettant d'adopter une nouvelle répartition des périmètres de chacun des directeurs généraux adjoints. Délibération numéro 2. Abrogation des dispositions sur la prime d'installation. Un décret du 5 juillet 2017 est venu modifier les conditions d'octroi de la prime d'installation. Cette prime est désormais soumise à un changement de résidence administrative. Concrètement, nos contractuels ne pourront plus y prétendre à leur stagiairisation. Dans un souci d'équité, l'administration a fait le choix d'abroger la précédente délibération pour tous les agents, stagiaires, contractuels, titulaires. Cette délibération a été présentée au CT du 26 juin et a reçu un avis défavorable des partenaires sociaux. Néanmoins, nous maintenons notre position. Cette modification relève d'une loi qui donc s'applique, ce n'est pas un choix, elle s'applique. Et l'administration, elle, ne trouve pas équitable envers nos contractuels, nos agents de terrain, cantine, nettoiement, qui servent notre collectivité depuis un temps et qui n'y auraient plus droit. Nous avons donc fait le choix de l'abrogation pure et simple. Pour nous, c'était une mesure de justice. Délibération numéro 3. Délibération numéro 3, mise à jour du tableau des effectifs. Je vous ai présenté il y a quelque temps une délibération de mise à jour des effectifs. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas de poste d'administrateur territorial d'ouvert. Il s'agit donc d'une simple mise à jour pour l'avenir, au cas où nous aurions ce besoin. Délibération numéro 4. Engagement pour la mise en place d'une convention territoriale globale avec la CAF. Nous avons contractualisé un contrat enfance-jeunesse jusqu'en 2022. Il devait, en tout état de cause, être remplacé par une convention territoriale globale avec la CAF dès 2022. La CAF nous a interpellés sur l'opportunité et surtout l'intérêt financier pour notre ville, grâce au plan de rebond petite enfance, d'anticiper la fin du CEJ et de s'engager pour la mise en place d'une CTJ plus rapidement. Nous pourrons ainsi bénéficier de financement de ce que la CAF appelle bonus territoire. Les partenaires du territoire sont bien sûr associés à cette démarche et ils seront gagnants. Il nous semblait indispensable d'être réactifs pour aller chercher des financements supplémentaires non négligeables. Il convient donc aujourd'hui de solliciter la CAF pour la fin du CEJ anticipée au 31 décembre 2020 et d'acter le principe d'un conventionnement via la CTG en 2022, tout en permettant le bénéfice des bonus de territoire dès 2021 et d'engager l'ensemble des étapes de travail partenarial permettant la construction de la CTG qui sera signée pour 2022. J'en ai fini, Monsieur le maire. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur aucune de ces délibérations, mais pour autant, je vais les faire mettre aux voix successivement. Sur la délibération numéro 1, sur la mise à jour des emplois administratifs et les nouvelles dénominations des directions générales, pour être très simple, et l'adaptation donc des titres de secrétaire généraux adjoints. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc décidé à l'unanimité. Merci pour l'abrogation des dispositions sur la prime d'installation, conformément à la mutation juridique qu'a évoquée Madame le premier adjoint. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Sur la mise à jour du tableau des effectifs, la création du poste d'administrateur des services. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Et pour l'engagement, évidemment, de la nouvelle phase de nos relations avec la CAF à travers un nouveau type de convention territoriale, il y a donc quelque chose d'indispensable et qui est évidemment utile à nos associations comme au territoire. Il y a des votes contre, des abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Madame, merci. Ben écoutez, monsieur le maire, on en arrive à vos rapports. Je vous en remercie, monsieur le maire. Et donc, je propose d'examiner successivement les différents rapports qui sont sous mon timbre, à commencer d'abord par le rapport numéro 5.
relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la limitation de l'exonération de 2 ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. Je rappelle que par délibération du 5 juillet 2018, le conseil municipal avait décidé de supprimer, comme la plupart des communes de la Melle d'ailleurs, l'exonération de 2 ans de taxe foncière pour les nouvelles habitations à usage, les nouveaux bâtiments à usage d'habitation. Cette règle a toutefois besoin d'être adaptée compte tenu de la suppression de la part départementale de la taxe foncière à partir du 1er janvier 2021 et du plafonnement d'exonération qui a été institué par la loi de finances pour 2020. La présente délibération vise à retenir le plafond de 40% de la base imposable, ce qui va être dorénavant le minimum d'exonération possible à partir du 1er janvier 2022. Voilà. C'était présenté en commission des finances. Je vais faire voter cette délibération avant d'examiner le compte administratif, ce qui est de bon ton. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. On en arrive donc au compte administratif. L'ordre du jour, en effet, appelle la présentation du compte administratif du maire, comme l'on dit, en fait, de l'ensemble de l'exécutif pour l'exercice 2020. Au terme de la législation en vigueur, le maire ne peut présider la séance au cours de laquelle le compte administratif est voté. Il peut toutefois assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote. Conformément à l'article L. 21-21-14 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de placer la séance sous la présidence de Madame Myriam De Smet, première adjointe. Êtes-vous d'accord pour confier la présidence à Madame Myriam De Smet? Il y a des votes contre? Des abstentions? Ils sont tous d'accord, Madame De Smet. Donc voilà, c'est avec un enthousiasme mesuré que je vous confie la présidence de cette assemblée. Faites-en bon usage, Madame. Je vous en remercie, Monsieur le maire. Je vous précise que le compte administratif... Je vous précise que le compte administratif a été présenté en commission finances, économie et administration générale le 18 juin 2021. Je donne la parole à Monsieur le maire pour la présentation du compte administratif 2020 avec projection numérique. Écoutez, je la prends volontiers dès que ce sera prêt et que la projection sera lancée, peut-être quelques lumières éteintes ultérieurement. Ah, c'était déjà formaté, bravo madame. Bien, écoutez, mes chers collègues, il me revient donc de présenter ce compte administratif 2020. Pour un certain nombre d'entre vous, vous savez évidemment précisément ce qu'est le compte administratif. Pour d'autres, c'est un peu plus récent puisque vous n'avez voté jusqu'à présent qu'un seul compte administratif. Mais pour ceux qui nous écoutent, ce sera la première fois qu'un tel compte sera présenté en vidéo. Et donc, je me dois, me semble-t-il, de faire 5 rappels liminaires sur ce qu'est un compte administratif et la signification de son vote. D'abord, je rappelle que le compte administratif 2020, c'est le bilan financier de l'année écoulée. Il retrace l'ensemble des recettes et des dépenses de l'année 2020. Lors du budget primitif, on vote, et vous vous en souvenez tous, des dépenses et des recettes prévisionnelles pour l'année. Le compte administratif, lui, c'est le constat des dépenses et des recettes de l'année 2020 effectivement réalisées. Elles sont à comparer avec celles votées lors du budget primitif 2020, lequel avait été voté le 19 décembre 2019, et aux décisions budgétaires modificatives qui ont été votées ensuite en cours d'année. Autre point liminaire, le compte administratif tenu par les services municipaux doit être évidemment conforme au compte de gestion qui, lui, est tenu par le comptable de la commune, c'est-à-dire le Trésor public. Voter le compte administratif n'est pas un vote sur le fond, mais c'est un vote qui certifie la qualité de l'exécution budgétaire, qui exprime donc que les écritures comptables ont été conformes aux décisions budgétaires initiales et modificatives. Enfin, cela surprend toujours un peu, mais je le rappelle, en vertu de l'article L. 21-21-14 du Code général des collectivités territoriales, dans cette séance où le compte administratif est débattu, le maire doit se retirer au moment du vote, d'où la présidence de la première adjointe. Alors, comment présenter le compte administratif 2020 ? Hier se tenait le Conseil de la métropole européenne de Lille, où le vice-président aux finances présentait le compte administratif 2020 de la Melle. Il y soulignait les lourdes conséquences de la crise sanitaire sur le compte administratif de la Melle l'an dernier. Eh bien, ici aussi, les comptes de l'année
ont évidemment été très marquées par la crise sanitaire, vous l'allez voir dans un instant. Les mesures adoptées nationalement, les confinements, restrictions d'activité, protection, ont bien sûr eu des conséquences sur les comptes de la ville. L'impact aura toutefois été contenu et, comme je le montrerai, moindre que redouté. Aussi, présenter ce compte administratif 2020, c'est formuler 3 constats. Le premier constat, la crise sanitaire a impacté l'exécution budgétaire. Je le montrerai encore une fois dans un instant. Il y a eu moins de recettes, mais des dépenses nouvelles. Le deuxième constat, malgré tout, le budget 2020 s'est soldé positivement et avec un résultat positif d'un niveau très correct, comme nous là aussi le verrons prochainement. De sorte que, et c'est le troisième constat, malgré la crise sanitaire et ses conséquences, Wattrelos a amorti le choc en quelque sorte et a réussi à maintenir une situation financière solide et bien établie. 3 constats que je viens d'énoncer. Je vais donc rapidement présenter ce compte administratif en 3 points. Premier point, la crise a évidemment bousculé l'exécution du budget 2020, je le disais préalablement. Comparons d'abord les chiffres de l'année, c'est-à-dire les réalisations, par rapport aux prévisions, pour voir ce que fut l'exécution budgétaire. D'abord les recettes. Les recettes ont été bien moindres que prévu, moins 1,4%. Elles ont subi un sérieux coup de frein. Les recettes fiscales et des produits et des services, ensemble, ont plongé de 1,1 million par rapport à ce qui était prévu, par rapport à ce que nous attendions. Ainsi, les produits des services, nous avions espéré avoir 2,67 millions d'euros. Nous n'en avons perçu que 2,09 millions d'euros, soit une baisse de 21,6%, et donc un taux d'exécution de 78,4%. Pardon. En moins, cela a représenté 580 000 euros par rapport à notre projection. Côté impôts et taxes, là aussi, ils sont inférieurs aux espérances. Nous avions programmé 29,14 millions d'euros. Nous avons réalisé 28,64 millions d'euros, c'est-à-dire une baisse de moins 1,8%, un taux d'exécution donc de 98,2%. Cela représente quand même une insuffisance de recettes de 505 000 euros en moins. En revanche, heureusement, les dotations de l'État ont été en hausse. Elles ont permis ainsi de limiter la baisse globale des recettes et d'obtenir une exécution budgétaire somme toute satisfaisante, vu le contexte, de 98,6% pour les recettes. En effet, les recettes totales étaient de 52,84 millions d'euros programmés et nous n'avons eu que 52,12 millions d'euros, c'est-à-dire une baisse de 1,4%. Et c'est les fameux donc 98,6% de taux d'exécution que je disais sur les recettes, mais grâce au fait que les dotations de l'État sont passées de 20,21 millions d'euros à 20,68, c'est-à-dire une majoration de 2,3% par rapport à ce que nous attendions. Donc un taux d'exécution de 102,3% et 417 000 euros de recettes en plus. Bref, les recettes, disais-je, ont été moindres de 1,1 million de ceux que nous escomptions. Voyons ensuite les dépenses. Les dépenses ont été plus en deçà encore des prévisions, moins 2,5%. Ce chiffre est toutefois la résultante de 2 évolutions antagoniques. D'une part, la ville a eu à faire face à des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire. Et d'autre part, la ville a maintenu, mais ça c'est volontaire, le niveau d'un certain nombre de dépenses. À la fois, on le sait, nous avons maintenu les contractuels à leur poste, nous avons maintenu les subventions aussi aux associations. Mais nombre d'activités, et c'est là que le bas blesse, les fêtes, les spectacles, les colonies, la fréquentation des centres de loisirs, de la restauration scolaire n'ont pas eu lieu pendant toute ou partie de l'année. Et des coûts alimentation fluide ont été très inférieurs ainsi à leur niveau usuel. Au final, si on examine ligne par ligne les charges par rapport aux prévisions, les charges générales, alors qu'elles étaient prévues à 7,93 millions, se sont terminées à 6,85 millions, c'est-à-dire une baisse par rapport à la prévision de 13,6%, donc un taux d'exécution de 86,4%. Les dépenses de personnel, elles, en revanche, ont été conformes aux prévisions, 34,57 millions d'euros. Pas beaucoup de variations, en revanche, pour les subventions et les charges financières. Les premières, parce que nous avons fait le choix politique de maintenir les subventions aux associations et la légère diminution de 5,97 à 5,95 est purement technique, elle n'est nullement politique.
Les charges financières, elles, sont restées quasi stables, puisque, évidemment, elles sont contractualisées dans les plans d'amortissement des emprunts, 1,83 au lieu de 1,87 prévu. Bref, des dépenses, oui, qui ont été à 51,6 millions d'euros prévus initialement et qui ont été réalisées à hauteur de 50,34 millions d'euros, cette fameuse baisse de 2,5% au regard des prévisions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, quand je parle de l'examen de ce à quoi nous attendions sur l'année 2020. Je parlais des recettes, je parlais des dépenses. Je pense que c'est important, me semble-t-il, qu'on évoque la trame fondamentale de cette année 2020. Je le disais, l'année 2020 a été marquée par le Covid et ses conséquences financières. Précisément, pour la parfaite information de tous, j'ai essayé d'apprécier quelles furent les conséquences financières des mesures liées au Covid sur nos comptes. Il ressort des calculs que le Covid aurait été une charge nette pour la ville de Wattrelos de l'ordre de 450 000 euros. Côté dépenses, en effet, nous avons dû assumer des équipements de protection spécifiques et supplémentaires. Des visières, 5 678 euros, des panneaux de protection, des masques pour la population et le personnel, hauteur de 253 496 euros. La fabrication des masques, et merci encore à l'atelier de coupe et couture d'avoir réalisé et démultiplié nos efforts. Les gels et distributeurs pour 12 598 euros. Le surcoût des emballages individuels pour les repas, pour la restauration scolaire, tout cela est pour 9 532 euros. Côté propreté, évidemment, il a fallu trouver de nouveaux modes et de nouveaux instruments de nettoyage. Le nettoyage des bâtiments a créé un surcoût de 8 394 euros. Les matériels spécifiques, 12 595. Les surcoûts en termes de produits d'entretien, dont la consommation a évidemment fortement augmenté pour 53 100 euros. Nous avons dû nous doter de nouveaux équipements, notamment informatiques, pour pouvoir développer le télétravail conformément aux prescriptions gouvernementales à hauteur de 42 914 euros. Des barrières aussi pour assurer la sécurité, 3 960 euros. Des thermomètres frontaux, pardonnez-moi de la précision, pour 3 702 euros. J'ajoute, la rémunération a été en hausse liée à la prime Covid, décidée donc par les autorités gouvernementales, et qui a coûté à la ville à hauteur de 120 010 euros. D'autres surcoûts pourraient d'ailleurs être rajoutés du point de vue d'heures supplémentaires ou d'ajouts, c'est-à-dire sur le fonctionnement des services, qu'il n'a pas été aisé de recenser. Donc sachez que cette somme que je vous annonce de dépenses supplémentaires liées au Covid sur l'année 2020 est vraiment un minimum au regard de l'appréhension que nous pouvons en avoir, c'est-à-dire 551 911 euros. Côté recettes, nous avons perçu des subventions, mais pour les masques, de la MEL à hauteur de 29 950 euros de la part de l'État pour 64 529 euros, c'est-à-dire un total de 94 479 euros. Vous aurez fait la différence entre les recettes supplémentaires et entre les dépenses supplémentaires et les recettes en retour que nous avons eues. Tout cela fait que nous avons eu un montant à la charge de la collectivité de 457 432 euros minimum du point de vue de ce surcoût Covid, comme nous pourrions l'appeler, dans les comptes 2020. Voilà, je pensais que c'était utile que je vous donne ces éléments d'information. Deuxième point de la présentation du compte administratif 2020 que je voulais le faire, quel résultat pour l'année ? Le budget 2020 se solde positivement, même si, vous vous en doutez, le résultat était finalement moindre qu'en 2019. Le contraste de ce point de vue-là est assez net avec 2019 pour les recettes réalisées. Tout à l'heure, j'avais comparé les recettes prévues avec les recettes réalisées. Maintenant, on va comparer les recettes de 2020 avec celles que nous avions eues en 2019. Et dès lors, vous voyez que les recettes ont baissé de 53,75 millions d'euros en 2019 à 52,12 millions d'euros en 2020, c'est-à-dire que nous avons perdu 1,6 million d'euros. Deux raisons à cela. C'est évidemment l'effet cumulé de la baisse des recettes due à la crise en 2020 et que j'évoquais il y a un instant, et deuxièmement du niveau exceptionnel que nous avions connu en 2019 des recettes fiscales liées notamment à un certain nombre de redressements qui font qu'en 2020 les recettes fiscales ont été mécaniquement, si j'ose dire, moindres qu'en 2019. Si on balaye ces différentes recettes en comparant les deux années, on voit que les produits des services étaient 2,77 millions de produits et services, c'est les prestations que nous facturons aux usagers, notamment la restauration, les spectacles, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, de 77 millions en 2019, 2,09 en 2020, une baisse significative. Les impôts et taxes, de 29,88 millions perçus en 2019, 28,64 perçus en 2020, une baisse.
Les dotations de l'État, heureusement, ont permis de corriger un peu cette évolution, comme je le disais tout à l'heure, puisque en 2019, nous avions perçu 20,16 millions d'euros et en 2020, 20,68. De sorte qu'au final, les recettes qui étaient de 53 millions 75 en 2019 sont de 52 millions 12 en 2020, c'est-à-dire une baisse de nos recettes de 1629 kg, bref, une baisse de 3% de nos recettes. Baisse assez significative de nos recettes, une baisse des dépenses qui a été en revanche nettement moins forte, un petit 500 000 euros de baisse des dépenses sur l'année. Et j'ai dit tout à l'heure pourquoi. Les charges générales, en effet, en 2019, ont connu, c'est vrai, une baisse, 7,11, 6,85 en 2020. Les dépenses de personnel sont restées quasiment stables, 34,55, 34,57. Les subventions, je l'ai dit tout à l'heure, à part une petite baisse technique, elles sont assez stables, 6,04, 5,95. Et les charges financières sont restées inchangées, 1,83, 1,83, de sorte que les dépenses entre 2019 et 2020 sont passées de 50,81 millions à 50,34 millions, soit une variation de 474 000 euros et donc une baisse de 0,9%. Forte baisse de nos recettes, 1629 milliers d'euros. Baisse moins forte des dépenses, 474 milliers d'euros, ça veut dire évidemment moins de résultats, puisque le résultat baisse de moins 1155 milliers d'euros. Le résultat 2019 a été de 2 934 000 euros. En 2020, il est donc mécaniquement de 1778 milliers d'euros. Après donc le très bon résultat de 2019, le résultat 2020 diminue sous l'impact de la crise Covid, mais reste non seulement positif, mais d'un niveau très correct. Il est très supérieur à ceux de 2015 et 2017 et du même ordre que celui de 2016, comme vous le voyez sur le tableau ci-après, sur l'histogramme ci-après. Je vous rappelle qu'en 2015, nous avions un résultat de gestion de 560 000 euros. d'1 735 000 en 2016, de 2 934 000 en 2019, il est d'1 778 000 en 2020. Le bon résultat de 2019 a pu servir clairement d'amortisseur aux conséquences financières de la crise sanitaire pour la ville. De fait, ce qui importe, c'est qu'à son niveau, il autorise un résultat cumulé de fonctionnement qui, fût-il en repli, reste dans ses plus hauts niveaux, comme nous allons le voir dans le slide suivant. En effet, à la fin 2020, donc, une fois digéré, si je puis dire, pardon pour la rangée du fond, je reconnais que les chiffres là sont un peu petits, mais j'en vais donc les lire. En effet, à fin 2020, nous dégageons un résultat cumulé de fonctionnement qui, grâce à la gestion du mandat précédent et à la réactivité de la gestion de la crise, demeure dans ses plus hauts niveaux. 2015, c'était 172 000 euros en cumul. 2016, 3 455 000. En 2017, 3 672 000. En 2018, 5 57 000. En 2019, 7 730 000. En 2020, donc 7 156 000. C'est-à-dire que ce résultat cumulé de fonctionnement à fin 2020 est de plus de 2 fois de ce qu'il était en 2016 et il est supérieur de 30% à ce qu'il était en 2018. J'en arrive donc, mes chers collègues, au troisième et dernier point de cette présentation. Après cette crise sanitaire en 2020 et ses conséquences financières, quelle est la situation financière de la ville ? La ville a réussi à maintenir une situation solide et bien établie, et pour apprécier cette situation financière, comme pour toute collectivité, il y a deux indicateurs, son résultat et sa stratégie d'endettement. Côté résultat, ça atteste de la solidité de l'équilibre financier, puisque le résultat global reste bon. Le résultat global 2020, c'est la somme des résultats de fonctionnement et d'investissement. Résultat cumulé de fonctionnement 2020, disais-je, 7 156 000, je viens de l'évoquer. Résultat cumulé d'investissement 2020, moins 1 139 000. Au total, la somme des deux, algébrique, résultat global à fin 2020, 6 017 000. Là aussi, je veux bien redonner les chiffres aussi pour les collègues des rangées du fonds. Résultat global, il était en 2016 de 2 630 000, 4 201 000 en 2017, 5 464 000 en 2018, 6 379 000 en 2019, 6 017 000 en 2020. 2020 marque donc un repli, bien sûr, de 5%, mais pour un résultat global cumulé qui est cependant 2,5 fois celui de 2016 et qui est supérieur de 10% à celui de 2018. Comme le souligne ce graphique et ces chiffres, l'assise financière de la ville est réelle. La ville tient bien ses comptes.
Deuxième indicateur de la situation financière, l'autonomie financière. Elle progresse puisque la dette, elle, ne cesse de baisser. Comme le souligne le compte administratif 2020, les nouveaux emprunts levés, 2,60 millions d'euros, ont été inférieurs au remboursement du capital des emprunts antérieurs, 3,17 millions d'euros, de sorte qu'à fin 2020, le stock de dette aura à nouveau diminué de près de 0,5 millions d'euros pour atteindre le chiffre de 55,5 millions d'euros, comme il le fait régulièrement depuis 2011, où le stock de dette était de 58,5 millions d'euros. Le graphique qui vous est présenté et que chacun peut apparaître confirme à la fois l'évolution et la tendance négative de cette évolution du stock de dette. Cette dette, qui est issue, vous le savez, de la période 2000-2010, née avec l'accélération des grands chantiers de la ville, on l'a déjà analysée. Elle aura été un investissement pour la ville et elle s'allège dorénavant régulièrement, année après année, comme je le répète, de compte administratif en compte administratif. Et je précise qu'elle n'a rien d'un étranglement. Le benchmark, c'est-à-dire la comparaison, si on le fait, ne manque ainsi pas d'intérêt, car les 55 millions de Waterloo sont et restent très inférieurs aux 107 millions de Tourcoing et aux 400 millions d'euros de Lille. Au vu de ce compte administratif, mes chers collègues, il est clair que grâce à sa bonne santé financière, Waterloo a su amortir le choc financier de la crise, sans basculer dans le rouge, loin s'en faut, et en dépit de sa perte de recettes, la ville a su conserver un résultat significativement positif. C'est-à-dire que, à dire vrai, ce que je vous présente est vraiment le meilleur compte administratif que nous pouvions raisonnablement obtenir compte tenu des circonstances, ce qui me permet de conclure, Madame la Présidente, que toutes et tous, vous pouvez le voter. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai pas été saisie d'intervention. Je prie Monsieur le maire de bien vouloir quitter la salle des délibérations afin que nous procédions au vote. Je mets aux voix le compte administratif 2020. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le compte administratif est donc voté. Avant de prier Monsieur le maire de nous rejoindre, permettez-moi de remercier en votre nom à tous l'ensemble des collaborateurs ayant apporté leur aide à l'élaboration et l'exécution du compte administratif conformément au choix de notre majorité municipale, exprimé lors de l'adoption du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions modificatives de l'année 2020. On peut rappeler Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous informer que le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l'année 2020. Il vous donne quitus des opérations réalisées en cours de cet exercice conformément aux décisions prises. Je vous redonne la présidence de l'Assemblée, monsieur le maire. Je la reprends avec plaisir, Madame la première adjointe. Quelques mots au terme de cette présentation. Les chiffres ne disent pas tout. Cette année a été une année difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Elle l'a été aussi pour nos agents municipaux. Quelle qu'ait été leur fonction, quelle qu'ait été leur grade, quelle qu'ait été leur mission. Ils ont dû assumer dans ce contexte très particulier de crise, jamais connu, et pour lequel aucun d'entre nous n'avait été préparé autrement que par son engagement, son volonté de faire, de bien faire, et son humanité aussi. Eh bien, cette crise a dû être assumée. Nos services l'ont assumée. Et ils l'ont assumée, je dois dire, tout en arrivant, c'est ce qui nous réunit, à tenir des comptes, mais en remplissant au mieux la mission de service à la population qui leur a été prescrite, avec vraiment beaucoup d'humanité, disais-je, beaucoup de fraternité, beaucoup de cet esprit de service public qui nous réunit toutes et tous, nonobstant nos différences. Et donc, permettez que, derrière ces comptes positifs que je viens de présenter, dans lesquels nous avons fait face à cette crise du mieux que nous le pouvions.
Je me permets d'ailleurs de faire observer que je disais tout à l'heure que le surcoût pour la ville était supérieur à 450 000 € de dépenses nettes non pourvues, non remboursées, que nous avons dû assumer pour faire face au Covid. Je précise aussi que la capacité d'autofinancement net cette année est négative de 350 000 €. Et donc chacun comprend que si nous n'avions pas eu à faire face à ce surcoût, nous aurions un autofinancement net positif. Et donc par-delà les chiffres, je veux vraiment rendre hommage à l'ensemble de nos agents, de nos collaborateurs, aux élus bien sûr, celles et ceux qui ont pris leurs fonctions, nouveaux élus dans ce contexte difficile, à notre population qui a fait face à cette crise. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et aussi une pensée aussi pour ceux qui se sont battus et qui ont réussi à combattre ce satané virus, là encore dans les différentes missions qui ont été les leurs. Un mot particulier pour la direction générale des services et à mon équipe proche au cabinet. Cette période d'usage n'a pas été facile, a fortiori dans le contexte de l'absence du directeur général des services que j'évoquais tout à l'heure. Je suis fier d'être à la tête de cette équipe et je suis fier du travail accompli. Ça n'a pas été facile, je n'ai pas toujours été d'ailleurs un patron facile, je le reconnais volontiers. Et mes adjoints aussi le savent. Mais sans la mobilisation de tous, sans la passion pour le service public de tous et de toutes, encore une fois, cabinet et direction générale des services, nous n'aurions pas réussi à faire ce que nous avons fait, car le bilan, au bout d'un an, est déjà, sinon élogieux, en tout cas très fécond, et encore une fois, les comptes sont bons. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire avec des remerciements très, très, très sincères et pleins d'émotions. Alors, nous avons des résultats. Que fait-on avec des résultats? Nous les affectons, c'est légitime. Et donc nous avons le rapport numéro 7 qui réalise l'affectation des résultats. C'est une délibération usuelle et logique. Les résultats dégagés au compte administratif doivent être affectés comptablement, mécaniquement et logiquement. L'excédent de fonctionnement ainsi cumulé couvre les besoins de financement de l'investissement et dégage un solde final, comme je l'ai indiqué il y a un instant, de 4,9 millions d'euros, qui lui vient donc renforcer notre résultat de fonctionnement cumulé. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je suppose que cette affectation purement mécanique obtient l'assentiment de toute notre Assemblée. Il y a des voix contre, des abstentions? Bon. Ok, j'en ai pris. Donc c'est 3. Vous avez noté? Merci. S'agissant du rapport numéro 8 qui présente un budget supplémentaire, c'est un budget supplémentaire qui, outre l'affectation qui est légitime, des résultats que je viens d'évoquer, n'impacte pas les grands équilibres du budget car il reste d'une incidence limitée. Pour autant, il ne manque pas de mettre en œuvre des décisions importantes que je me permets simplement de citer. D'abord sur l'informatique à l'école, avec un plan de dotation de nos écoles en matériel informatique moderne pour 270 000 €, financé à hauteur de 123 000 € par l'État, sous réserve, bien sûr, de l'accord de celui-ci que nous attendons. Autre décision importante sur les équipements sportifs, avec le chauffage à la salle Provo pour 30 000 € et la réfection des mâts de tir à l'arc pour 14 000 €. Enfin, sur la ville nature, des dépenses aussi supplémentaires avec 40 000 € de diagnostic énergétique et du mobilier de rue à hauteur de 54 000 € ainsi que des blocs de béton pour assurer la sécurité de la population. Voilà le contenu de ce budget supplémentaire pour lequel je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Mais pour ce rapport, je précise que ne prendront pas part au vote pour la Caisse des écoles Monsieur Azine Taleb Amen, Madame Sylvie Zaidi, pour l'association Siavic, Monsieur Henri Gadot. Voilà, je mets donc aux voix ce rapport. Il y a des votes contre? Des abstentions? Soyez, faites comme Madame Faraci, elle vous demande de voter, de vous abstenir. Non? Vous abstenez pas? Pardon? Le rapport... Non, le 8, Madame, le 8. Le 8. Oui, c'est ça, absolument. Vous voulez faire une réunion de groupe? Non, je plaisante, mais... Bon, vous votez pour? Bon, alors attendez, vous êtes 3. Monsieur Soyer, vous votez quoi? Abstention. Monsieur Denfer? Madame Faraci? Ben voilà, il suffisait de lever la main tous les 3 en même temps. Voilà, merci. Ce rapport a été adopté. On en a terminé avec mes rapports. Et donc, on arrive au rapport de Monsieur Gadot, les 9 à 11. Monsieur Gadot, vous avez la parole.
Attendez, portez votre bouton, monsieur Gadot. Merci. Merci, monsieur le maire. 3 délibérations techniques. Et je ne sais si je traite en même temps la délibération de madame Bousma. Non, vous faites que les vôtres, monsieur Gadot. Miennes, pour l'instant. OK. Donc, convention de mise à disposition d'un chien au sein du service de la police municipale. Nous avions déjà passé une convention il y a quelque temps pour une première brigade cynophile. Là, nous vous proposons une convention pour un deuxième chien et dont le policier, dont le maître policier a passé avec son chien, avec son examen très positivement, on m'a dit. Donc, je vous propose cette convention de mise à disposition d'un chien. Délégation de service public pour la fourrière animale communale. C'est la conclusion de la discussion entre la commune et la LPA. Nous vous proposons cette signature de la gestion de la fourrière et cette convention. Délégation de service public, gestion de la fourrière automobile communale. Là, c'est pour vous demander que monsieur le maire signe un avenant numéro 3 au contrat de Roubaix dépannage suite à un retard de lancement de marché. Et pour ceux qui siègent à la commission travaux et puis ceux qui ne siègent pas, j'avais expliqué qu'on avait un problème de fonctionnement du nouveau système proposé par la police nationale. Et j'ai eu la réponse il y a vendredi dernier. Notre demande est partie alors à la DPSIS, c'est-à-dire la délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité, c'est-à-dire le service de recherche et développement qui remettent en cause leur programme. J'en ai terminé, monsieur le maire, et j'aurai une petite communication à faire juste après le vote des 3 délibérations. Si je le veux, monsieur Gadot, mais je vous passerai la parole volontiers. Allez, sur ces rapports numéro 9 à 11, il y a des votes spécifiques ou je peux les faire voter globalement? Globalement, madame Faracci, vous êtes d'accord? C'est l'essentiel alors. Donc, je n'ai pas consulté monsieur Soyer, j'aurais peut-être dû. Mais... Allez, donc il y a des votes contre, des abstentions. Donc ils sont adoptés à l'unanimité. Très bien, merci monsieur Gadot. Vous vouliez faire un petit point d'information? Oui, au dernier conseil municipal... Nous Avancez votre micro parce qu'on a réduit le son et donc il est souhaitable que les micros soient plus proches de votre bel organe. Merci monsieur le maire. J'avais eu la question au dernier conseil municipal sur la police municipale au niveau des PV contraventions. Donc j'ai demandé une situation depuis ce début d'année jusqu'au 25 juin 2021 et une comparaison par rapport à 2020 par rapport aux chiffres annuels. Sur les PV d'arrêt ou de stationnement qui ne sont pas corrects, nous avions mis 510 PV en 2020, nous sommes à 625. Donc en 6 mois, on a dépassé le résultat de 2020. Au niveau des nuisances, brigade environnement, les dépôts, nous sommes à 45 PV et 18 contraventions et 18 rapports, pardon, comme c'était des délits montés au procureur. Sur les non-positions d'assurance, non-présentation de pièces justificatives de conduite de véhicule, nous sommes à 293 PV au 25 juin pour 236 sur l'année complète de l'année dernière et 34 délits. Sur les fausses plaques rodéo, nous sommes à 25 PV, 38 délits et 3 motocross saisis mis en fourrière pour partir à la casse. Sur les PV vitesse, nous en avions 139 l'année dernière. Nous sommes à 98 au mois de juin, dont un délit de survitesse. Également, pour votre information, nous avons fait, depuis le début de l'année, 165 contrôles de vitesse. Et suite au dernier conseil et à la mise en place de la vidéoverbalisation, donc sur le mois d'avril, mai, juin, nous sommes à 75 contraventions par vidéoverbalisation. Ce qui fait que au 25 juin de cette année, nous sommes à peu près à 96% de l'activité totale de 2020. Voilà, merci pour ces chiffres précis
qui seront annexés, bien entendu, au compte-rendu de ce Conseil. Merci, Monsieur Gadot. Monsieur Mecky, vous avez le rapport numéro 12. Un rapport important, s'il en est. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, la délibération en question porte sur la convention d'objectifs et d'obligations de service public qui relie la ville et Actigone. En l'espèce, pour la période 2017-2020, la commune avait confié par le biais de la dite convention d'objectifs à l'association donc Actigone la mise en œuvre de sa politique jeunesse dans le respect des orientations. L'évaluation prévue par les articles 9 et 10 de cette convention a été effectuée par un organisme extérieur. Cette évaluation s'est révélée favorable. Les orientations et objectifs fixés par la commune de Wattrelos ont été respectés avec un niveau élevé de qualité, de sécurité, en garantissant l'égalité de traitement, l'accès universel et les droits des usagers. Il convient d'évoquer donc l'esprit du texte. Suite à l'état des lieux et l'analyse menée par le cabinet externe Kelge Productions qui ont servi d'appui à la réactualisation proposée, le texte proposé est donc un consensus. Le texte a été présenté donc en commission d'éducation, jeunesse et sport. Dans sa nouvelle version, le projet de convention soumis au Conseil définit un cadre qui renforcera le suivi de l'exécution, avec la précision des attendus, avec la spécification des 5 orientations municipales en matière de jeunesse. Pour être un peu plus précis au niveau des 5 orientations, il y a tout d'abord donc la promotion de l'éducation populaire, au sens de Jean Massé, avec des actions socio-éducatives et socio-culturelles, le développement de la citoyenneté, l'autonomie et la mobilité, quand on sait que Wattrelos est au carrefour de l'Europe, l'encouragement de la mixité dans tous les sens du terme pour favoriser le mieux vivre ensemble, les actions pour la prévention globale, donc quand on voit un peu les mœurs aujourd'hui, donc en pleine crise sanitaire avec le Covid-19, également le sujet du protoxyde d'azote où Wattrelos a été une des premières villes grâce au combat mené par Monsieur le maire, également notre député, donc une des premières villes à prendre un arrêté en ce sens, et enfin la synergie des acteurs de jeunesse pour arriver à un effet global. Donc il y aura également donc, une déclinaison en 3 axes stratégiques à développer par l'association. Pour ce qui est de ces 3 axes, on parle donc d'accompagnement de la jeunesse dans son développement, reconnaître également la reconnaissance et valoriser, soutenir la jeunesse et favoriser les liens et l'inclusion sociale. Pour ce qui est de la méthodologie, outre le comité de suivi annuel, comité de pilotage, la nouvelle rédaction instaure un comité de suivi mensuel dit donc comité technique, pour rapprocher les séquences de coordination. C'est donc descendant. Sous l'égide du comité de pilotage, le comité technique fixera chaque année les indicateurs de mesures quantitatives et qualitatives pour les actions prévues dans le projet pédagogique global annuel de l'association. Ces données permettront de suivre la pertinence et l'efficacité de chaque action au regard des orientations de la commune. Pour résumer, nous serons plus précis sur les orientations, nous renforçons la méthodologie de contrôle. Donc, par la présente délibération, nous proposons au conseil municipal de pouvoir accorder à l'association Actigone le droit spécial pour 2 ans et demi pour les obligations de service public concernant la politique jeunesse reconnue SIEG, donc service d'intérêt économique général, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et d'obligations de service public en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et d'inscrire chaque année au budget de la ville les crédits nécessaires pour la couverture des obligations de l'association Actigone. J'en ai fini, Monsieur le maire. Bien, merci, Monsieur l'adjoint, pour cette présentation aussi synthétique que claire et très précise. Je sais qu'il y a eu une commission jeunesse qui a été dense là-dessus, où tout a été mis sur la table, les discussions ont été approfondies et j'ai cru comprendre en effet qu'il y avait consensus sur la prolongation de cette mission et dans le nouveau cadre méthodologique que vous venez de décrire et qui me paraît tout à fait pertinent. Je n'étais en effet pas saisi d'aucune demande d'intervention. Y en a-t-il? Non. Je peux donc mettre aux voix cette prolongation de la convention avec l'association Actigone qui fait effectivement un gros travail. Et l'année dernière, c'était pas si simple que cela, notamment de maintenir le lien. Des voix contre? Des abstentions? Non, c'est donc adopté l'unanimité. Monsieur Mecky, vous pourrez leur dire. Voilà, c'est aussi le fruit de leur travail. Madame Reifers, vous avez les rapports 13 à 15. Merci, Monsieur le maire. Rapport 13, dénomination d'une voie. Donc, sur les emprises des secteurs Bazanos et Saint-Liévin, le nouveau quartier de l'Hippodrome va accueillir de nombreux programmes d'habitat et d'activités économiques nécessitant la création de nouvelles voies de desserte. L'objectif est de dénommer les voies de cet ensemble d'immeubles du nom de personnalité à l'honorabilité reconnue.
et dont les valeurs morales et l'engagement ont fait honneur à la République. Ainsi, 4 voies ont déjà été dénommées: rue du Colonel Arnaud Beltrame, rue Simone Veil, rue de l'Abbé Pierre et allée Félix Éboué. Aujourd'hui, une nouvelle voie est à dénommer suite au dernier permis de construire déposé. Il est proposé de baptiser ce tronçon allée Gisèle Halimi. Cette dernière, avocate militante féministe et femme politique franco-tunisienne, a défendu la cause des femmes, notamment par son action en tant qu'avocate de femmes accusées d'avortement illégal. L'administration municipale propose donc au conseil municipal d'émettre un avis favorable à cette dénomination. Rapport numéro 14. Enquête publique, déclassement d'un espace vert communal, square Raoul Dufy. Dans le cadre de la restructuration du quartier des Villas retenu par l'ANRU, l'espace vert situé square Raoul Dufy appartenant à la ville devra être cédé à différents opérateurs pour construction de nouveaux logements et aménagement de voiries. Ce parc est une dépendance du domaine public communal. Il est donc nécessaire, préalablement à tout projet de cession, de constater dans un premier temps la désaffection matérielle conditionnant la sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité à usage direct du public, et dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public communal. Aussi, il convient de procéder au déclassement du domaine public de cet espace vert par le biais d'une procédure d'enquête publique. La prescription et les modalités de mise en œuvre de cette enquête publique seront définies par un arrêté municipal. Alors, rapport numéro 15. Projet de modification des zones des 11 plus de la métropole européenne de Lille. Donc, le 18 décembre 2020, le Conseil de la MEL a décidé d'engager la modification du plan local d'urbanisme 2 et dit plus des nouvelles communes ayant intégré la MEL ces dernières années. De fait, les conseils municipaux des 95 communes formant la nouvelle aire métropolitaine sont amenés à délibérer avant que le projet de modification ne soit soumis à enquête publique unique en septembre 2021. Cette procédure de modification permet des ajustements et corrections liés au règlement général du plan local d'urbanisme 2, des ajustements afin de répondre aux besoins urgents des communes dans la réalisation de certains de leurs projets. Pour Wattrelos, les modifications retenues sont au total de 6 et ont été présentées lors de la commission développement durable de l'urbanisme et des travaux. Je souhaite néanmoins ce soir mettre l'accent sur la deuxième modification qui permet la protection et la préservation de 8 jardins ouvriers existants. Cette modification instaure un périmètre spécifique dédié aux jardins familiaux. À l'issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, ce projet de modification sera soumis à une enquête publique unique prévue en septembre 2021. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. Vous avez sans doute des délibérations parmi les plus importantes que nous présentons ce soir, et je ne vais pas minimiser évidemment le compte administratif ni d'autres, mais celle qui porte dénomination de la voie Gisèle Halimi est évidemment dénomination qui a une forte portée symbolique, mais depuis maintenant quelques années, non seulement nous faisons un travail important pour dénommer de noms de femmes des rues qui ont été trop masculines dans le passé, et je crois que c'est une revendication tout à fait légitime, et je devrais dire, elle devrait même être naturelle. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Martha Desrumeaux, Maria Blondeau, Gisèle Halimi, Simone Veil, nous avons fait des gestes, me semble-t-il, importants, politiquement, au sens noble du terme, à l'égard de femmes qui ont mis du temps d'ailleurs à être reconnues pour un certain nombre d'entre elles et qui méritent que la nation leur porte reconnaissance et que la ville de Wattrelos donc leur porte reconnaissance. Et la deuxième délibération, celle que vous citez sur les plus. Alors bien sûr, il y a une disposition technique dans ces
cette validation des PLU, puisque nous avons maintenant plus de communes dans la MEL, et donc il faut adopter et faire converger les plans locaux d'urbanisme de chacune de ces communes avec celui de la MEL, dont acte. Il y a aussi quelques petites corrections, et vous l'avez dit, sur Waterloo 6 en particulier, qui ont été retenues, dont la défense, nous la devons aussi à nos conseillers métropolitains qui ont siégé à la MEL. Je peux vous assurer que c'était pas gagné d'avance, parce que il fallait vraiment s'accrocher, et je suis très fier qu'avec justement ces élus métropolitains, nous ayons pu faire valider la préservation des périmètres de 8 plus grands jardins familiaux sur notre territoire. Jardins familiaux qu'on dit plus communément appelés jardins ouvriers, dont nous savons tous à la fois qu'ils participent à notre mode de vie local, qu'ils participent aussi à un équilibre de vie de bon nombre de familles waterlosiennes. Et j'étais souvent démuni dans le passé lorsque des prédateurs voulaient se manifester pour expulser ces jardins familiaux, pour réaliser des plus-values foncières sur la revente de ces terrains, et on a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs, mais nous étions en faiblesse. Avec cette modification du PLU, nous ne serons plus en faiblesse. Et nous proclamons haut et fort que les jardins familiaux à Waterloo, nous voulons non seulement les préserver, mais les défendre face aux prédateurs qui pourraient se manifester ici. Le jardin familial sera défendu. Voilà, le jardin ouvrier n'est pas un vilain mot, c'est quelque chose auquel nous croyons et que nous défendrons. Voilà ce que je voulais dire pour apporter du poids à cette délibération qui, derrière un caractère extrêmement technique, urbanistique, modifie aussi des conditions de vie de tous les jours, et qui est, pour l'autre, qui est symboliquement, politiquement chargé en signification. Voilà, madame, je n'ai pas reçu d'intention de vote spécifique. Et donc, par contre, je vais vous demander très particulièrement, là, cette fois, je souhaitais toujours voter les contre et les abstentions. Je pense qu'on peut faire voter, je vais faire voter une à une, mais déjà, la dénomination de la voirie Gisèle Halimi, que ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Baissez les bras. Les contre, les abstentions. Ben voilà. Je pense que symboliquement, c'est important de faire voter pour cette dénomination. Je mets donc aux voix ensuite les deux autres délibérations de Madame Reffers, la 14 et la 15. J'ai pas reçu d'intervention, disais-je. Il y a des votes contre, des abstentions. Elles sont donc adoptées à l'unanimité, madame. Merci. Madame Leblanc, vous avez le rapport numéro 16. Alors, cette délibération, c'est le portail cartographique métropolitain des logements locatifs sociaux et la convention relative aux modalités d'accès aux données entre la ville de Waterloo et la métropole européenne de Lille. Dans le cadre de ses compétences Habitat et politique de la ville, la MEL coordonne des dispositifs visant à renforcer la mixité sociale en agissant de manière combinée sur les attributions dans le parc locatif social et sur l'offre de logement. La MEL s'engage à atteindre les objectifs d'équilibre territorial et d'équité dans le traitement de la demande. Cet outil cartographique entre tous les partenaires devrait être un outil d'aide à la décision pour les commissions d'attribution. Il y a donc nécessité d'une convention pour engager les signataires. Convention qui est annexée à cette délibération, et à noter que cette délibération a été discutée en commission de développement durable de l'urbanisme et des travaux et que toutes réponses ont été données aux questions. Pour terminer, les usages du portail sont à disposition des communes membres des organismes de logement social et autres organismes partenaires afin de réaliser un diagnostic partagé, accompagner les acteurs du logement à piloter les orientations en matière d'attribution définies par les commissions internes communales d'attribution ou d'équilibre territorial, CIA ou SIET, éclairer, préparer et aider la décision grâce à une analyse qualitative et partenariale des résidences, contribuer à l'objectif plus général de favoriser des partenaires autour des attributions et de la programmation des logements sociaux, et enfin définir les politiques habitat et la mise en œuvre du PLH 3.
Merci de m'avoir écouté. Merci, madame, de toutes ces précisions. Cette convention et cette démarche n'a d'intérêt que pour autant que tous les bailleurs y participent, évidemment, et je souhaite qu'il en soit ainsi. En tout cas, j'espère qu'il en sera ainsi. En tout cas, nous ne pouvons évidemment qu'être intéressés à ce travail collectif. J'espère qu'il en sera ainsi de tout le monde. Voilà, donc je mets aux voix cette... je sais pas, c'était saisi de demande d'intervention. Je peux mettre aux voix cette délibération. Des votes contre? Des abstentions? Doté d'un outil qui permet de mieux connaître les situations, c'est évidemment quelque chose que nous ne pouvons que tous partager. Monsieur Charles, vous nous ouvrez les portes du Pass Culture. Monsieur le maire, je vous remercie de me donner la parole. Avec plaisir, monsieur Charles. Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture à destination des jeunes de 18 ans. Il se présente sous la forme d'une application mobile géolocalisée et gratuite pour découvrir et réserver les diverses propositions culturelles de proximité et offres numériques. Par exemple, les concerts, les théâtres, les musées, cours de musique. Ce dispositif a une durée d'utilisation de 2 ans. Il est doté d'un crédit de 300 €. La commune souhaite saisir cette opportunité pour encourager les jeunes à développer leur attrait et diversifier leur expérience artistique. Pour ce faire, il convient d'intégrer la programmation culturelle et artistique sur l'application. Le remboursement des transactions effectuées est assuré par le SAS Pass Culture, société par action simplifiée. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du dispositif Pass Culture, d'autoriser monsieur le maire à signer une convention de partenariat avec la SAS Pass Culture pour pouvoir intégrer l'offre des services municipaux à l'application Pass Culture, et enfin d'autoriser l'encaissement des versements issus du dispositif Pass Culture sur le budget communal. Bien, je crois que vous avez bien parlé du dispositif Pass Culture. Nous l'avons tous retenu. Bien, merci, chers collègues. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Il y a des votes contre, des abstentions. On peut que tous être favorables, évidemment. Vous avez fait l'unanimité, monsieur Charles. Vous nous avez convaincus. Merci beaucoup. Allez, madame Lestienne va-t-elle faire la même chose? Nous le saurons dans un instant. Je vous passe la parole, madame. Je vous remercie, monsieur le maire, de me passer la parole également. Alors, 3 délibérations pour permettre à monsieur le maire de déposer des demandes de subventions dans le cadre des fonds de concours. Oh, dites oui, allez, dites oui. J'espère. La première, le premier dossier concerne les équipements scéniques de l'espace culturel rue Gustave Delory. 1,4 million € hors taxe. Le deuxième, ça concerne le programme pluriannuel de rénovation des chaufferies. En 2021, ce programme concerne 3 chaufferies pour un montant de 102 000 € hors taxe. Et le troisième dossier pour la rénovation thermique de l'école Ferdinand Buisson pour un montant de 100 700 € hors taxe. J'ai terminé, monsieur le maire. Ben voilà qui est très synthétique, madame, et l'ensemble de nos collègues ne peut que vous en féliciter avec moi. Alors, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je suppose que tout le monde est d'accord pour aller présenter des dossiers de subvention dans l'intérêt de la ville. Donc, je vais faire voter globalement ces 3 délibérations. Il y a des votes contre, des abstentions, unanimité. Merci, mes chers collègues. Madame Zaidi, vous avez les rapports 21 à 23. Merci, monsieur le maire. Rapport 21. Activités extrascolaires, périscolaires et restauration, participation des familles d'accueil. La délibération du 2 juillet 2020 fixait les tarifs pour l'ensemble des activités péri- et extrascolaires. Cette délibération prévoyait des participations modulées pour les publics en fonction de leur coefficient familial défini par la CAF. De plus, dans le cadre de la simplification des procédures et de la baisse des tarifs des repas, une deuxième délibération du 2 juillet 2020 a validé la modulation du prix de cantine en fonction des mêmes tranches tarifaires liées au coefficient familial pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. Concernant les assistants familiaux, le coefficient familial des familles d'accueil ne pouvant être retenu puisqu'il ne concerne pas les enfants placés,
La délibération du 10 novembre 2017 fixait forfaitairement la participation des enfants accueillis naturels et activités périscolaires, extrascolaires à la tranche médiane C de la grille tarifaire. Alors nous demandons à aujourd'hui, il est proposé au conseil municipal de maintenir une fixation forfaitaire de participation des repas pour les familles d'accueil à la même tranche de la grille tarifaire, tranche C. Rapport 22. Activités péri- et extrascolaires, participation des familles mises en conformité avec la réglementation de la CAF. Pour être en conformité avec la CAF, la délibération du 2 juillet 2020 fixait les tarifs relatifs aux accueils de loisirs et séjours de vacances. À ces occasions, et parmi les services apportés aux usagers, la ville propose des accueils de loisirs malins, garderies, matin et soir, encadrant les activités municipales d'été. Comme pour les garderies périscolaires, la CAF demande à la commune d'utiliser des multiples de tarification calculés sur la base de la demi-heure pour les garderies péricentres loisirs malins. Alors, on applique cette tarification parce que dans les centres d'été, il y a une demi-heure qui se joue. C'est-à-dire les mercredis récréatifs, garderies petites vacances, ça commence à 17h et ça finit à 18h30. Et les centres d'été, ça commence à 16h30 et ça finit à 18h30. C'est cette demi-heure qui fonctionne. Ouais. Alors, il est proposé ainsi au conseil municipal de fixer les tarifs suivants selon le tableau que vous avez ci-dessous. Rapport numéro 23. Tarification des écoles municipales et activités de sport et loisirs payantes. Tarification réduite exceptionnelle pour compenser la fermeture administrative des activités municipales dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Par délibération du 21 décembre 2010, définissant la tarification des écoles municipales, le conseil municipal avait prévu, dans des cas de force majeure, des tarifs améliorés pour les reports d'adhésion. Et pour la seconde fois, dans le cadre de la crise sanitaire qui a frappé notre pays, le cas de force majeure a imposé la fermeture administrative et sanitaire des écoles municipales, mais aussi de toutes les activités municipales nécessitant une inscription annuelle. Comme certaines activités ont été annulées, d'autres n'ont pas pu se tenir durant quelques semaines sur l'année scolaire, d'autres activités, quant à elles, ont pu être maintenues en visioconférence. On parle de cours individuels ou collectifs de musique ou selon les mesures sanitaires. Afin que les usagers puissent réintégrer les activités dans des conditions favorables, des solutions alternatives au remboursement sont prévues. Il est ainsi proposé à l'administration municipale de définir une tarification exceptionnelle en 2021-2022 pour les activités municipales payantes. Pour les usagers ayant été inscrits en l'année 2020-2021, particulièrement dans les écoles municipales, n'ayant pas bénéficié des prestations pendant la période de crise sanitaire, le report de cotisation de l'année 2021-2022 pour une activité équivalente sous forme de gratuité. Pour les usagers ayant été inscrits pour l'année 2020-2021, n'ayant bénéficié qu'en partie des prestations pendant la période de crise sanitaire, un tarif annuel réduit d'un tiers ou de 2 tiers de son montant habituel en fonction des activités ayant été assurées. Cela concerne les enfants pratiquement uniquement la danse, l'éveil, l'initiation danse classique, moderne jazz, contemporaine et les écoles municipales de sport. Pour les activités dont l'inscription annuelle est appliquée de date à date et n'ayant été ouvertes en 2020-2021, concernant la boîte à musique, l'abonnement sera prolongé d'une année. Les activités extrascolaires des vacances de printemps seront remboursées par mandat administratif. Pour les activités périscolaires facturées et réglées, mais non réalisées, les usagers bénéficieront d'un avoir porté au compte famille. La bibliothèque, les cours de musique au conservatoire ayant été proposés et assurés de façon présentielle ou distancielle ne sont pas concernés par ces propositions dans la mesure où les activités ont été maintenues durant cette année. La mesure de remboursement individuel au prorata trimestriel reste une procédure possible si l'usager le souhaite, notamment s'il ne se réinscrit pas l'an prochain. L'administration municipale propose au conseil municipal d'appliquer ces mesures exceptionnelles. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci madame. Il n'aura échappé à personne que la délibération que vient de présenter madame Zaidi n'est pas que
liées aux seules activités périscolaires, puisqu'elles concernent les sports, elles concernent aussi la culture, mais que s'agissant d'activités qui sont en dehors du temps scolaire, qu'il s'agisse du sport ou de la culture, évidemment, Madame Zaidi était toute prédestinée à présenter, mais ses collègues s'y associent, bien entendu, puisque c'est une délibération proposée par notre majorité municipale. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur aucune de ces délibérations. Je vais les mettre aux voix globalement sur les rapports 21, 22, 23. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Sur laquelle, monsieur? Sur la tarification des familles d'accueil, si j'ai bien compris, c'est cela? Vous êtes contre? Ah bien. Bon, je ne ferai pas de comment. Là, je pense qu'on ne va pas reprendre ce débat, c'était évoqué, nous sommes en désaccord avec vous, je pense que vous faites des confusions terribles, mais peu importe, c'est votre responsabilité. Donc vous votez contre les trois... Pardon? Non, non, madame, c'est bon. Enfin, bah... Allez, donc voilà, 3 voix contre, et pour le reste, majorité, moins 3 voix contre. D'accord? Allez, madame... je ne sais plus qui maintenant... Oh, pardon. Monsieur Dumoulin. Vraiment, excusez-moi, monsieur Dumoulin, vraiment... Eh oui, non, mais c'est l'influence de Sylvie Zaidi qui embrasse tous les sujets. Voilà, je vous propose d'aller nous aider à aller chercher des sous, monsieur Dumoulin. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération modificative concernant la rénovation de la salle de sport Jean Zay. Pour rappel, par délibération du 20 mars 2021, la ville a approuvé des travaux de rénovation de la salle des sports Jean Zay pour un montant estimé à 440 000 € hors taxe. Opération pour laquelle la ville a obtenu un financement de 175 600 € par l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local de l'exercice 2020. Celle-ci prévoyait également une sollicitation auprès de la métropole européenne de Lille d'un montant de 106 000 €. Approchez un peu votre micro, monsieur. Or, suite aux différents échanges avec les services instructeurs, il apparaît que les modalités de calcul du fonds ont évolué favorablement pour les communes. De ce fait, il convient de modifier la délibération du 20 mars 2021 pour autoriser monsieur le maire à solliciter un fonds de concours dédié aux équipements sportifs au maximum des possibilités ouvertes par ce dispositif. Les dépenses et recettes en résultant seront imputées sur les crédits prévus au budget des exercices 2020 et 2021. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal de prendre les dispositions suivantes pour les opérations ci-dessous énumérées. Donc, autoriser monsieur le maire à solliciter un fonds de concours équipements sportifs auprès de la métropole européenne de Lille et autoriser monsieur le maire à signer les arrêtés, conventions et tout autre document lié aux subventions à venir. J'en ai fini. Merci, monsieur Dumoulin. Merci. S'agissant de recherche de subventions supplémentaires, dont nous avons déjà la quasi-certitude qu'elle sera entendue, cette demande, je pense que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Donc il en est donc ainsi décidé. Vous avez fait l'unanimité, monsieur Dumoulin. Monsieur Delfos, vous avez les délibérations 25 et 26. Merci, monsieur le maire. Je vais rassembler les deux délibérations 25 et 26. Excellente initiative. Qui correspondent à des subventions pour le sport. Le budget primitif 2021 prévoit l'attribution d'une subvention de 29 360 € à l'association Coand. Ce montant total inclut une subvention de fonctionnement de 22 860 € et la valorisation de la mise à disposition partielle d'un éducateur sportif municipal de 6 500 €. Puis, pour l'avenant à la convention avec l'Office municipal des sports, le budget primitif 2021 prévoit l'attribution d'une subvention de 37 600 € à l'OMS. Ce montant total inclut la contribution pour le remboursement des licences 2021-2022 aux jeunes waterlosiens, soit 36 300 €, ainsi qu'une subvention de fonctionnement de l'OMS à hauteur de 1 300 €. La loi du 12 avril 2000 rend obligatoire la conclusion d'une convention dès que le montant d'une subvention est supérieur à 23 000 €. L'administration municipale propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les avenants aux conventions pour permettre les versements des subventions aux assos. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur Delfos. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je ne pense pas qu'il y ait des votes spécifiques. Donc, je mets globalement aux voix ces deux délibérations. Des votes contre, des abstentions. C'est donc à l'unanimité qu'elles sont adoptées, monsieur Delfos. Monsieur De Matos, vous avez le rapport numéro 27. Monsieur le maire, mes chers collègues,
On parle de délibération sur le centre de remboursement des chèques emploi-service universel. Par délibération numéro 118 du 17 octobre 2008, le conseil municipal a validé l'affiliation au CRCESU pour autoriser le paiement par le CESU des services municipaux comme la garderie périscolaire et permettre le remboursement par le centre dédié. Afin de conserver cette pratique, il est nécessaire d'établir une affiliation spécifique pour le secteur de la petite enfance. Il est important de préciser, et je souhaite le préciser d'ailleurs, que la part des paiements par chèque CESU représente en 2020 9,08% des règlements, toutes structures confondues. Aussi, l'administration municipale propose au conseil municipal d'autoriser l'affiliation au CRCESU pour l'accueil des enfants dans la structure collective petite enfance suivante: le multi-accueil du centre, le multi-accueil du Sapin Vert, le multi-accueil Les Lionceaux et la crèche familiale Calinou. De valider l'ensemble des conditions juridiques et financières de remboursement, d'autoriser Monsieur le maire à signer les dossiers d'affiliation et tout acte en découlant. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci, chers collègues. Je vous remercie vraiment au gré des délibérations. Je me dis qu'est-ce que je vais signer dans les semaines et les mois qui viennent, vu tout ce que vous m'avez donné comme autorisation de signature. Bon, ceci dit, derrière une délibération un peu anodine, il faut bien le reconnaître, et des sigles un peu abscons, il y a quand même une vraie modernisation et une vraie simplification de la vie quotidienne pour les familles. Et j'espère que le pourcentage de prestations payées justement par le CESU augmentera, et ça va dans le bon sens. Et en même temps, pour la clarification des droits des familles aussi, au regard notamment de l'administration fiscale, c'est tellement plus simple de recourir à cette méthode-là. Bien, je suppose qu'il n'y a pas d'avis contraire, des votes contre, des abstentions. Ben, vous avez fait aussi l'unanimité, Monsieur De Matos. Madame Chantry, vous avez la parole pour le rapport numéro 28, particulièrement important, j'en conviens. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la participation financière de la ville aux dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d'associations. Un rappel de la loi qui, bien sûr, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. C'est la circulaire numéro 212-025 du 15 février 2012, en application de l'article L 442-5 du Code de l'éducation, qui définit les règles de participation des communes pour les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Elle précise l'obligation, les conditions de prise en charge, la parité des dépenses de fonctionnement entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Elle précise également que la commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d'association que pour les élèves domiciliés sur son territoire. Si la commune allouait volontairement aux classes maternelles et enfantines une participation aux écoles sous contrat, elle est désormais obligatoire depuis la loi de 2019. Le calcul du forfait communal fait référence au coût moyen d'un élève externe scolarisé dans les écoles publiques de la commune d'accueil, doit tenir compte des ressources de la commune de résidence, ne peut être supérieur au coût d'un élève résidant sur la commune s'il avait été scolarisé en école publique. C'est ainsi que chaque année, le conseil municipal fixe la participation financière de la ville aux dépenses de fonctionnement par élève wattreloosien scolarisés dans les classes élémentaires et maternelles des écoles sous contrat d'association. En application du mode de calcul soumis par arrêté préfectoral du 22 mai 2019, fixant les points intégrés dans le forfait afin de déduire la contribution de la commune de Wattrelos aux écoles privées sous contrat de l'Enfant Jésus, Lacordaire, Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de la Mousserie, l'administration municipale propose au conseil municipal de fixer la participation de la ville au niveau exact de parité du coût d'un élève public en élémentaire et maternelle, soit pour 2021 de 911 € pour les élèves des maternelles, 551 € pour les élèves des écoles élémentaires. Le calcul étant établi à partir des données de l'année 2019. Il est rappelé que les classes spécialisées pour les enfants en difficulté des écoles sous contrat bénéficient par ailleurs d'une aide complémentaire qu'il est proposé de poursuivre à 1 200 €.
l'administration municipale, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, demande au conseil municipal d'approuver les nouveaux forfaits, d'abroger la délibération du 19 décembre 2019. Vous avez pris connaissance de la note de synthèse qui précise notamment qu'avec la présente délibération, la ville maintient, en tenant compte de la réalité budgétaire, l'objectif de financer les enfants des écoles sous contrat d'association à parité exacte avec les enfants du secteur public pour les élémentaires, mais aussi pour les maternelles. J'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Merci, chère madame, de cette présentation synthétique et en même temps assez juste pédagogiquement parlant, si je puis dire, s'agissant d'école. Je précise aussi, parce que toujours tentant de me faire porter un chapeau qui est bien plus grand que ne l'est la réalité, parce que c'est parfois intéressant de retourner un peu vers le passé et de regarder les évolutions chiffrées. Je rappelle qu'entre 2014 et 2019, enfin 2020 en l'occurrence, puisque nous sommes aujourd'hui sur l'exercice 2020 sur la base des chiffres de 2019, nous sommes passés de 717 € pour les maternelles à 911 € par enfant pour les maternelles, soit une augmentation de 27%. Et si on prend la référence de l'an 2000, date à laquelle je suis devenu maire, où le forfait était à 343 €, l'augmentation aurait été de 165% sur la période. Donc 2014, 717, 2015, 715, 2016, 760, 2017, 813, 2018, 846, 2019, 911. Voilà, pour que les choses soient parfaitement claires et parfaitement transparentes sur le soutien que la ville apporte à ces écoles sous contrat. Je précise que s'agissant des écoles, ça c'est pour les maternelles, pour les élémentaires, dont le financement n'est a priori pas obligatoire, je le rappelle, pour les collectivités territoriales, mais que nous faisons depuis de nombreuses années. Et en conscience, compte tenu du fait que nous savons que dans les maternelles aussi, s'apprennent les enseignements essentiels pour les jeunes Wattrelousiens. Pour du côté des élémentaires, nous étions à 500 en 2014, 515 en 2015, 490 en 2016, 477 en 2017, et 521 en 2018 et 551 en 2019, en fait 2020 sur les chiffres de 2019, soit une augmentation de 10% aussi depuis 2014. 60% depuis 2000, c'est-à-dire là encore une fois depuis que j'ai pris mes fonctions, où là aussi le forfait n'était que de 343 €. 911 pour les écoles maternelles, 551 pour les écoles élémentaires. Voilà qui clarifie un peu les chiffres qui sont en parfaite adéquation avec les modes de calcul tant de la ville que de la préfecture, je le répète, et il vaut mieux des chiffres précis que des mauvais procès. Voilà, je tenais à faire cet ajout à votre délibération importante. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Y a-t-il des votes contre ces chiffres qui ont été annoncés par Madame Chantry pour l'année qui vient? Des votes contre? Des abstentions? Eh bien, Madame, vous avez fait l'unanimité du Conseil. Madame Basma Amami Belaï ne pouvant être à nos côtés aujourd'hui, c'est donc Monsieur Henri Gadot qui va présenter le dernier rapport de cette Assemblée, le rapport numéro 29. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le rapport numéro 29 est une proposition de conclusion d'une convention de financement entre notre commune et le CIAVIC. Le CIAVIC, c'est le service d'aide aux victimes et de médiation pénale, c'est-à-dire CIAVIC 59, qui travaille beaucoup sur notre commune et qui travaille très bien, et c'est reconnu depuis plusieurs années. Ce service d'aide aux victimes met en œuvre 2 projets à l'échelle de la ville pour accompagner les Wattrelousiens dans leur accès aux droits et les victimes dans leur accompagnement et également la prise en charge psychologique. 2 projets sont financés dans le cadre de la programmation politique de la ville, du contrat de ville métropolitain et du FIPDR et une action projet au titre de son droit commun. La ville de Wattrelos soutient cette action également d'accès aux droits, mais pour accompagner les habitants des quartiers hors quartiers prioritaires. Les 3 subventions totalisées, c'est-à-dire la subvention de 5 000 € de crédit spécifique politique de la ville accordée au titre de l'action accès aux droits, la subvention de 10 000 € pour soutenir la réalisation de l'action accès aux droits, et également la subvention de 10 000 € de crédit spécifique versé pour le déroulement de l'action aide aux victimes dans le cadre du FIPD. Si vous additionnez la subvention, elle fait 25 000 €,
comme elle dépasse les 23 000 € demandés par la loi, nous devons signer une convention. C'est l'objet de cette délibération. Délibération qui prouve, si besoin était, l'appui que notre municipalité apporte aux victimes dans les difficultés qu'elles ont à connaître, quelle que soit la nature d'ailleurs des délits ou des causes de leurs difficultés. Voilà, je précise que M. Gadeau ne participera pas au vote. Voilà. Sur ce dernière délibération, je suppose que nous sommes tous d'accord pour nous mobiliser pour venir en aide aux victimes. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Allez, je ne vais pas renoncer au plaisir de vous faire voter une dernière fois que ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Merci, mes chers collègues. Bien, écoutez, nous en avons donc terminé avec ces délibérations. Et avant de clore la séance, je vous rappelle que vous pouvez consulter le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et je vous souhaite un bel été. La séance est close. Merci.